La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. La directrice du CEFIS entendait par là le centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants. Madame Kafando Thérèse est notre invitée du jour. À ses côtés, nous avons Emmanuel Boro. Lui est le chargé de la prise en charge des enfants handicapés et de la capitalisation des expériences. Avec nos invités, eh bien, nous parlons de la prise en charge de la surdicécité au centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants. Bonjour et bienvenue au plateau du Déj Info. Bonjour. Bonjour, M. Kabou. Et avant de débuter nos échanges, nous allons directement aller à la découverte de ce reportage que nous a présenté Sanata Séré au niveau du CEFIS, un reportage qui concerne la surdicécité. On regarde et on entend ce reportage et on revient pour nos échanges. Daouda Tiendrebego, âgé de 25 ans, est atteint de surdicécité sévère. Il s'agit d'un handicap rare et méconnu du grand public qui combine une déficience visuelle et auditive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes sourdes et aveugles à la fois représentent 20% de la population mondiale. Et au Burkina Faso, ce handicap existe et touche plusieurs enfants, selon Emmanuel Boro, chargé de la prise en charge des enfants handicapés au CEFIS, Centre d'éducation et de formation intégré des sourds et entendants. Il y a des enfants qui existent. Et il y a quelques années de cela, le CEFIS, avec l'accompagnement vraiment de certains partenaires, a eu à effectuer des sorties dans des localités, aussi bien à Ouagadougou ici que dans les provinces, pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des cas d'enfants aussi qui sont atteints de surdicécité. Et lors de ces sorties-là, c'est avéré qu'il y a des enfants qui ont été découverts dans certaines provinces du Burkina Faso. Et en tout cas, ils ont pu dénombrer une vingtaine qui sont dans ces localités-là. Ces enfants atteints de surdicécité existent bel et bien au Burkina Faso. La surdicécité affecte l'interaction avec l'environnement humain et social et nécessite des adaptations et des compensations spécifiques. Le jeune Daouda est né sourd et il est devenu aveugle vers l'âge de 7 ans. Grâce à ses parents qui ont pu créer avec lui une langue des signes tactile, Daouda arrive aujourd'hui à communiquer avec ses proches et se faire comprendre. Si je dis à l'enfant de sortir et d'aller ouvrir la moto, prendre quelque chose par exemple, il arrive à le faire. Il suffit seulement que je lui donne la clé. J'ai des techniques pour pouvoir communiquer avec lui. Dès que je le fais, il me comprend. À la maison, il arrive à nous reconnaître, ses frères, sa mère et moi-même. Lorsque j'utilise cette langue de signes tactile, il comprend tout. Il fait pratiquement tout ce que je lui demande. Lorsque je lui demande de l'eau, une chaise ou autre chose, il me l'apporte. L'enfant est très intelligent. Tout de suite, vous allez voir. Je vais lui donner la clé et il ira au parking démarrer la moto pour moi. Dans sa mission de promotion de l'éducation inclusive, le CEFIS envisage prendre en compte cette catégorie d'enfants dans son programme intitulé L, afin de leur permettre de participer pleinement à la vie des sociétés. Mais en attendant la mise en œuvre effective de ce projet, une dizaine d'enfants touchés par la forme légère de ce handicap sont ici pris en charge. Depuis qu'il est ici, en tout cas, je pense que c'est avec la manière des études, avec des manipulations, avec leurs camarades aussi qui ont des difficultés, il arrive à suivre. À la maison, si tu regardes en communiquant là, il l'entend bien. Avec les aides, avec la bouche que tu parles là, il comprend bien vite. Comme il n'est pas né avec la maladie. Ma surdité a commencé depuis la classe de CE2. Et il ne comprenait pas le langage de signes. Mais quand il est venu au CEFIS, petit à petit, il a intégré et il a commencé à prendre le langage de signes à l'école au CEFIS ici. Quand je rentre en classe, les professeurs expliquent, je ne comprends pas parce que je n'entends pas. Mais il y a des interprètes qui signent et eux, ils les apprennent. Et il recopie les leçons avec les voisins. Après cela, lui aussi, il fait des efforts pour apprendre ce qui est dans le cahier. Et lors des devoirs, en tout cas, Dieu fait grâce, il progresse et souvent même la réussite est là. Comme
stratégie d'apprentissage, il est mis à la disposition de ces enfants atteints de surdicécité différents outils et moyens de communication, ce afin de leur permettre d'exercer leurs droits et d'être le plus autonome possible. Pour ces enfants qui ont des problèmes auditifs et visuels, il faut vraiment insister sur vraiment la concrétisation de tout ce qu'on fait. Si on veut faire une leçon sur un objet qui est arrondi, un objet qui est allongé, il faut vraiment avoir cet objet-là pour que l'enfant de façon concrète puisse également savoir ce dont on parle. Donc, pour ces enfants, nous utilisons toujours la langue des signes. Parce que voilà, ils sont malvoyants et ils ne sont pas complètement aveugles, et aussi avec la langue de signes ils arrivent en tout cas à comprendre en fait ce qui est en train d'être communiqué comme message. Bon, la stratégie c'est d'épeler les mots, on épelle les mots et on écrit en gras caractères, on écrit gros pour que vraiment ils puissent voir. Et on amène l'enfant devant. Et à 10 heures, on appelle l'enfant, on prend son cahier, on vérifie voir. Est-ce que ce qu'il a écrit, est-ce que c'est comme ça? Dans le cadre de son projet L, ses fils disposent déjà d'une salle de classe équipée dédiée à l'apprentissage des enfants atteints de ce handicap. Pour que ce projet soit une réalité, il faut l'accompagnement d'un personnel spécialisé et engagé, selon le responsable administratif et financier du dit centre. C'est là une salle qui est déjà là, mais l'équipement qu'on a aussi peut avoir un peu. Maintenant, il nous reste le personnel pour pouvoir accompagner, parce que vous savez, c'est pas aussi simple. S'il n'y a pas un personnel engagé, ça serait un peu difficile de pouvoir arriver à nos objectifs. Donc notre plaidoyer, vraiment, c'est que nous puissions avoir un regard favorable envers ces personnes-là pour qu'elles puissent également vivre dignement comme les autres enfants. Le CEFIS est un établissement d'enseignement spécialisé qui promeut l'éducation inclusive des sourds et attendants. Un système scolaire où tous les enfants sont pris en compte, porteurs d'un handicap ou non, et ce sur le plan matériel, éducatif et psychologique. Retour sur ce plateau à la suite de ce reportage que nous a proposé Sanata Seré pour des échanges. Madame Kafando, déjà, parlez-nous du CEFIS. Comment vous est venue cette idée de mettre en place un tel établissement? Merci bien, monsieur. Et je pense que c'est l'initiative de son fondateur, feu pasteur Abel Kafando, qui a eu l'initiative de créer cet établissement inclusif, parce que c'est là la différence. Et il avait déjà cette passion, il est parti se former aux États-Unis et au retour, il a formé les enseignants et avec cette formation, en tout cas, on prend en charge ces enfants dans un cadre inclusif. Et là, le lancement officiel de cet établissement, il remonte à quelle année et quelles sont les missions que vous êtes assignées au niveau de cet établissement? Oui, le CEFIS, en tout cas, existe depuis 1988 et c'est la toute première école inclusive au Burkina Faso, spécialisée dans l'éducation inclusive, la formation, l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées ou sans handicap. Et l'éducation, comme on le disait, s'effectue dans un cadre inclusif où des jeunes handicapés et non, de plusieurs nationalités et sensibilités religieuses apprennent ensemble. Et les domaines d'intervention, c'est surtout l'éducation inclusive depuis la maternelle, en passant par le primaire, le post-primaire et le secondaire général et technique. Il y a également la formation professionnelle, l'insertion socio-professionnelle, il y a le plaidoyer, il y a la sensibilisation, il y a la santé, il y a le sport et la culture. En un mot, en fait, c'est une formation holistique qu'on donne aux pensionnaires qui y sont. Et le centre a mis en place des services spécifiques pour accompagner ces jeunes-là, à savoir l'audiologie, qui fait de la prévention de la surdité, qui fait les appareillages et qui fait aussi des dépistages dans les milieux à l'intérieur du pays.
Et il y a un service appelé orthophonie où il y a ce service fait la rééducation de tout ce qui est trouble de communication, tout ce qui concerne le langage, et ce service se charge d'aider ces enfants qui ont ces difficultés. Et il y a également le service psychologique. Et vraiment, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage sont pris à travers des séances de rééducation par ce service, et souvent même c'est les parents qui sont interpellés à ce niveau. Parce que si eux-mêmes n'acceptent pas le handicap de leur enfant, en tout cas l'évolution n'est pas aussi comme on le veut. Mais donc ce service s'occupe aussi bien des enfants et les parents. Et il y a également, nous avons également un centre médical inclusif où vraiment les enfants qui ont des difficultés de communication peuvent aller se soigner dans une intimité très digne. Parce qu'auparavant, quand ils sont malades, il faut passer par une tierce personne pour expliquer son mal et autres. Mais là, les acteurs ont appris et apprennent toujours la langue des signes pour pouvoir mieux les servir. Et il y a le service d'interprétariat, comme on l'a dit, au niveau de l'école primaire et maternelle, c'est les mêmes enseignants qui signent et qui parlent en même temps, et les deux cohortes se retrouvent. Mais au niveau du collège, du post-primaire et du secondaire, comme il y a plusieurs professeurs, on n'arrive pas à les former tous. Donc il y a un service interprétariat qui est là pour interpréter ce que le professeur dit pour aussi ses enfants. Et il y a aussi un centre d'écoute, parce que nous avons beaucoup d'élèves, et à ce niveau-là, s'il y a des difficultés, les enfants peuvent aller dans ce centre, expliquer leurs problèmes, et ils sont écoutés, ils sont en tout cas coachés à ce niveau-là. Et il y a un service d'assistance sociale, parce que tout le monde, beaucoup de gens se disent qu'ils sont, qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il faut quand même un service habilité pour déterminer si réellement ce qu'ils disent est vraiment juste ou pas. Donc, à l'issue vraiment de ces... Ils font des visites à domicile et ils font des enquêtes. Et à l'issue de ça, on détermine qui est vraiment dans le besoin ou pas, et on peut prendre des dispositions convenables pour appuyer ces cas-là également. Donc, la mission principale du CEFIS, c'est vraiment promouvoir un développement holistique des personnes avec ou sans handicap. Et ça, c'est très important pour nous. La particularité du CEFIS, c'est qu'il y a des élèves avec et sans handicap. Oui, ça, tous les deux sont ensemble depuis la maternelle jusqu'en terminale. Ils gagnent le bac ensemble. Et l'avantage, c'est que avec cette approche, quand ils vont à l'université, ce sont leurs camarades qui ont été avec eux, qui font maintenant l'interprétariat et qui les coachent à l'université, parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour les accompagner à l'université, par exemple. Et là, c'est vraiment une bonne chose, parce que les entendants apprennent la langue des signes et ils les investissent auprès de leurs camarades, et ils sont vraiment fiers de nous revenir pour dire que c'est eux qui s'occupent de leurs camarades à l'université, et ils réussissent ensemble. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Alors, Emmanuel Bolo, quand on écoute la directrice, il y a tout un travail qui est fait au niveau du CEFIS, non seulement en termes de programmes, de services et tout. Et avec ce reportage que nous venons de suivre, le reportage de Sanata Séré, nous découvrons un type de handicap qui est peut-être méconnu de la plupart de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Là, justement, la surdicécité. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce handicap-là? Ok, merci bien, M. Kaboré. Et la surdicécité, comme le nom l'indique, il y en a la surdité et la cécité. Voilà, c'est l'association
vraiment d'une déficience auditive qui peut être grave et d'une déficience visuelle qui peut elle aussi être grave. Donc on pourrait aussi la définir comme un handicap sensoriel qui entraîne une combinaison d'une déficience auditive qui peut aller jusqu'à la surdité et d'une déficience visuelle qui peut elle aussi aller jusqu'à la cécité. Donc en termes simples, c'est des enfants qui ont ce double handicap-là, qui font partie du type d'enfants que nous appelons les enfants polyhandicapés. Voilà, donc c'est un peu ça. On a vu dans ce reportage de Sanata Siré justement des élèves atteints de ce handicap-là. Quels sont les défis que ces élèves rencontrent quand on regarde au niveau du CEFIS par exemple, comparativement aux autres élèves aussi avec un handicap mais pas de surdicécité? Ok, en termes de défis, puisque comme l'a dit le reportage, c'est un handicap qui n'est pas trop connu et considéré comme un handicap lourd, donc ça peut affecter et ça affecte même beaucoup d'aspects de la vie de ces enfants-là, notamment leur communication, leur déplacement, leur socialisation, en gros même la vie quotidienne de ces enfants. Et cela peut affecter même leur apprentissage et leur vie scolaire. Donc ça nécessite en tout cas au sein de la structure un accompagnement vraiment spécialisé, varié, adapté pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc au niveau du CEFIS, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans les classes, puissent suivre les cours convenablement comme les autres camarades aussi, et puis apporter aussi leur touche aussi à la construction du pays. Madame Kafando, par rapport à la prise en charge sur le plan de l'éducation au niveau du CEFIS, de ces enfants atteints de surdicécité, comment est-ce que vous arrivez à gérer, parce qu'il faut à la fois l'implication des parents, l'implication des camarades de classe, l'implication des différents acteurs comme les enseignants, comment vous arrivez à allier tout ceci à la fois afin d'avoir les parents, les camarades, également les acteurs de l'éducation avec autour de l'élève pour l'aider à s'en sortir? Merci bien, mais avant, je voudrais préciser que le CEFIS a débuté avec 19 enfants. 12 entendants et 7 déficients auditifs. Et cette année scolaire, nous enregistrons 5141, dont 774 enfants handicapés. Et comment on arrive à gérer? Il y a toute une stratégie qui est mise en place. Ça veut dire que pour les enfants qui n'ont pas un double handicap, c'est la langue des signes qui est privilégiée. Si, par exemple, on parle des enfants sourds, on utilise la langue des signes pour leur expliquer et en parlant, ils lisent sur les lèvres, qu'on appelle la lecture labiale, et ainsi de suite. Maintenant, pour les enfants atteints de surdicécité, comment on est arrivé à prendre ces enfants-là? Parce qu'au départ, quand on a deux structures, il y a UNABPAM et il y a le CEFIS. Quand les enfants sont non-voyants, quand ils vont là-bas, ils disent, bon, c'est vrai qu'ils ne voient pas, mais comme ils n'entendent pas, comment nous allons faire? Et quand ils reviennent chez nous, nous disons, c'est vrai, ils n'entendent pas, mais comme ils ne voient pas. Donc du coup, ce ping-pong nous a fait réfléchir, mais comment faire? Est-ce que dans les autres pays, quelque chose n'est pas fait pour prendre en même temps ces cas-là? Et effectivement, nous avons découvert qu'il y a surtout dans les pays anglophones et sous d'autres cieux, c'est pris en charge depuis plus de 50 ans. Et nous n'avons même pas commencé. Alors ça nous a donné un pincement de cœur. Comment laisser tous ces enfants-là à la traîne pendant qu'on peut avoir une formation adéquate pour pouvoir les accompagner? Donc, nous nous sommes approchés, nous nous sommes formés pour voir que, effectivement, la langue des signes qu'on utilise, on peut l'utiliser d'une manière tactique. On prend la main de la personne et on signe sur sa main. Et on a d'autres stratégies comme le LORM, on a d'autres stratégies. Le LORM, qu'est-ce que c'est? Le LORM, c'est toujours c'est un alphabet qu'on signe sur les mains. On prend la main de la personne non sourd aveugle et on dessine les lettres sur les doigts. Et à force d'apprendre,
ça devient un code et on peut utiliser. Il y a ce qu'on appelle le haptique. Et on détermine tout sur le corps. Voilà, pour aller, on va toucher une partie et pour revenir, et ce qui est important, c'est qu'il faut toujours prévenir à une personne qui souffre de surdicécité, et il faut toujours l'avertir et ne rien déplacer. Quand il sait qu'il y a une chose qui est placée à côté, il ne faut pas déplacer sans l'avertir, parce qu'après il ne se retrouve plus. Il y a beaucoup d'approches qu'on peut vraiment mettre en place pour pouvoir les accompagner aisément. Et encore, comme le disait M. Boro, leur accompagnement est spécifique et il faut par exemple et personnalisé. Par exemple, pour un enfant sourd, on peut utiliser un interprète. Mais pour un enfant qui souffre de surdicécité, il faut 2 interprètes. Un interprète pour lui prendre la main et signer, et un autre pour se mettre derrière, pour lui signaler l'atmosphère de l'endroit où on se trouve. Donc c'est vraiment un cas assez lourd, surtout les cas lourds. Voilà. Donc du coup, nous avons commencé avec les cas légers, et ce qui nous reste vraiment à prendre en charge, ce sont les cas lourds que nous pensons que nous pouvons en tout cas agir aussi pour ne pas laisser ces enfants-là à la maison, et surtout aussi pouvoir décharger les parents de leur poids. Et dans ce type d'éducation, il y a bien sûr la contribution des parents qui est très importante. Un parent qui amène son enfant atteint de surdicécité, comment est-ce que vous arrivez aussi à inculquer aux parents ces notions pour qu'à la maison on puisse aider l'enfant là? Oui, à ce niveau, nous insistons sur ça, que la prise en charge de ces enfants-là ne soit pas seulement limitée à la structure. Donc, toutefois, lors de nos communications, de nos sensibilisations, nous insistons sur vraiment l'accompagnement, l'implication même des parents pour la prise en charge effective de ces enfants-là. Puisque la structure commence un travail, mais au niveau de la famille, au niveau de la communauté, il y a aussi un accompagnement que les parents aussi doivent et peuvent apporter aussi pour soulager vraiment la souffrance de ces enfants-là. Donc, le CEFIS aussi, dans ses approches aussi, fait des formations aussi à l'endroit de ces parents-là, pour que ces parents puissent connaître ce qui c'est que la langue des signes, connaître les différentes approches, pour qu'à la maison, ils puissent aussi faire ce travail d'accompagnement. Et lors des, comme elle appelle, des services spécifiques, lors des séances de rééducation, dans ces services spécifiques-là, les parents aussi sont associés pour que ces parents puissent voir ce qui s'est fait, et aussi au niveau de la maison, ils vont apporter leur contribution aussi pour accompagner ces enfants. Donc c'est un travail qui ne doit pas se limiter seulement à la structure. Et les familles et toute la communauté doivent apporter sa touche aussi pour que ces enfants puissent être pris en charge convenablement. La directrice l'a dit tantôt, de 19 élèves dans les années 1900 au niveau de l'ouverture de l'établissement. En 2024, on se retrouve avec plus de 5000 élèves au sein du CEFIS. Est-ce que vous avez des témoignages de retour par rapport aux parents qui, après le baccalauréat, reviennent exprimer leur satisfaction par rapport à ce qui a été fait au niveau du CEFIS? Oui, les témoignages, il y en a un. Et cela se voit lors des... Puisque chaque fin d'année, on organise vraiment des journées d'excellence où les meilleurs élèves sont primés et autres. Et lors de ces journées d'excellence-là, il y a des classes où les meilleurs élèves sont des enfants qui sont handicapés. Donc, les parents, en tout cas, sont satisfaits. Et lors de ces journées, ces parents qui, au début, venaient avec des larmes parce qu'ils étaient angoissés, ils étaient vraiment inquiets par rapport à la situation de leurs enfants, ils retournent avec des larmes, mais cette fois-ci, c'est des larmes de joie parce qu'ils voient leur enfant qui est intégré, leur enfant qui est autonome, leur enfant qui arrive à avoir aussi ces diplômes comme les autres enfants qui ne sont pas des enfants handicapés. Et pour les témoignages, peut-être la directrice pourra le dire, il y a plusieurs parents qui, au départ même, ils étaient vraiment réticents concernant l'inscription de leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là pourront apprendre? Mais après, ces enfants-là, ils viennent, mais dis donc, mais c'est merveilleux ce que vous faites parce que l'enfant, quand il est arrivé, il y a des enfants qui sont allés en Europe, en Amérique et qui ont été même les meilleurs dans leur cursus scolaire. Donc vraiment, c'est des cas de réussite que le CEFIS a enregistré. Voilà. Alors, Madame Kafando, nous avons 3 minutes de temps d'antenne. Dites-nous, est-ce qu'il y a un témoignage particulier qui vous a marqué? Et aujourd'hui, en 2024, quels sont les défis que vous avez au niveau du CEFIS? Rapidement, en 2 minutes. D'accord. Et un témoignage vraiment
poignant que nous pouvons dire. C'est une maman qui est partie avec un de nos pensionnaires au Canada pour ses études. Et quand ils sont arrivés, là-bas, ils font des tests de niveau par rapport à la tranche d'âge. Et quand on a fait un premier test qu'on a administré à notre fille, et ils ont vu qu'elle avait un niveau supérieur. On l'a amenée à ce niveau. On a encore administré un autre test et elle a vu ils ont remarqué qu'elle avait encore un niveau supérieur. Et en tout cas, elle a été classée, en tout cas parmi hors normes, selon, voilà. Et quand la maman est revenue, elle était tellement contente qu'elle nous a offert 25 tables bancs parce qu'elle était vraiment satisfaite du travail qui a été mené, parce que elle ne s'imaginait pas que son enfant pouvait aller concourir avec des enfants qui ont plus de moyens et plus de prise en charge, et en tout cas avoir un niveau supérieur à ces enfants-là. En une minute à présent, oui. Défis au niveau du CEFIS. Bon, les défis, c'est surtout, qu'est-ce que je dirais, d'abord c'est le regard de la société, les pesanteurs socioculturelles. Il y a également le manque de structures adaptées pour leur prise en charge. Il y a également l'insuffisance de structures de prise en charge, comme je disais. Il y a que les parents manquent de moyens pour justement la prise en charge de ces cas-là. Et surtout le défi... J'imagine que ça doit coûter assez cher. Bon, c'est pour ça que nous faisons des adaptations par rapport à... Voilà. Et le défi majeur, c'est que nous voulons maintenant prendre en charge les calots. Et ces calots-là, il nous manque du personnel pour que nous puissions en notre tour former ce personnel-là, parce qu'il s'agit de salaire. Et si on a une ressource humaine assez consistante, nous pouvons les former pour que quand on va commencer, qu'on ne puisse plus s'arrêter. Et ça, c'est vraiment un cri de cœur. Merci. Un cri de cœur qui, on l'espère, sera entendu par les autorités et par toutes les personnes bonne volonté qui voudraient venir en aide au CEFIS pour la prise en charge de ces enfants atteints de surdicécité. En tout cas, le DEJ Info vous est reconnaissant, vous dit merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Kafando Thérèse, vous êtes la directrice du CEFIS, le centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants. Également, merci à vous, Monsieur Emmanuel Boro. Vous êtes le chargé de la prise en charge des enfants handicapés et de la capitalisation des expériences. Grandement merci à vous deux. À vous le grand merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Ainsi se referme ce 4e numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour le 5e numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.